Je lance le chat avec 8 minutes d'avance et comme il n'y a aucun spectateur, mais comme si ça fonctionne, ça va être enregistré et ça fera partie de la vidéo finale, je vais lire un extrait du début du chapitre 3 de Ulysses Proteus. Alors j'aurai l'occasion de le dire quand j'aurai des spectateurs. Je n'ai pas du tout avancé, j'ai pas lu une ligne, je ne me suis pas du tout préoccupé de Ulysses depuis lundi dernier, mais j'ai décidé d'essayer de maintenir le rythme d'un live par semaine parce qu'il y a des retours, des échanges, on va voir. Donc je vais meubler en attendant que des spectateurs arrivent en lisant le début donc, du chapitre 3. Et peut-être d'ailleurs aussi que ça pourrait être une piste, lire aussi la traduction française à titre de prolongement ou d'aide, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui suivent ce live et qui ont plus de facilité avec la traduction française. Je rappelle que je travaille pas d'ailleurs, parce que j'ai encore rien foutu, j'ai pas vraiment commencé, avec la première traduction, celle des années 1920, la traduction Morel revue, la traduction Morel, Gilbert, Larbeau, Joyce. Je lis cet extrait, page 34 dans l'édition Alma Classics. Noon slumbers. Kevin Egan rolls gunpowder cigarettes through fingers smeared with printer's ink. Sipping as green fairy as Patris is white. About us gobblers, fork spiced beans down their gullets, un demi-sautier, a jet of coffee steam from the burnished cauldron. He serves me at his beck. Il est irlandais. Hollandais, non, fromage. Deux Irlandais, nous, Irlande. Vous savez, ah oui. She thought you wanted a cheese hollandais. Your postprandial. Do you know that word? Postprandial. There was a fellow I knew once in Barcelona, queer fellow, used to call it his postprandial. Well, slancha. Around the slabbed tables, the tangle of wine breaths and grumbling gorges. His breath hangs over our sauce-stained plates, the green fairy's fang thrusting between his lips. Of Ireland, the Dalcassians, of Hope's conspiracies, of Arthur Griffith now, to yoke me as his yoke fellow. Our crimes are common cause. You're your father's son, I know the voice. His fustian shirt, sanguine flowered, trembles its Spanish tassels at his secrets. Monsieur Drummond, famous journalist. Drummond, know what he called Queen Victoria? Old hag with the yellow teeth, vieille ogress with the dents jaunes. Maud gone, beautiful woman, La Patrie, Monsieur Millevoye, Félix Faure. Know how he died? Licentious men. The Fröken, bonne à tout faire, who rubs male nakedness in the bath at Uppsala. Moi faire, she said. Tous les messieurs. Not this, monsieur, I said. Most licentious custom. Bath, a most private thing. I wouldn't let my brother, not even my own brother, most lascivious thing. Green eyes, I see you. Fang, I feel. Lascivious people. Et j'étais en train de lire une page dont je vais peut-être parler, la page 34 de l'édition Alma Classics, c'est au début du chapitre 3 de Ulysses, mais je vois qu'il y a un spectateur ou une spectatrice à qui je souhaite la bienvenue en demandant si on me voit et si on m'entend. Et je vais peut-être pour cela, comme il y a parfois des problèmes, mettre un message dans le chat. Le célèbre « M'entend-on ? Me voit-on » en faisant appel à ce témoin. Parfait, bonsoir Théo, vous êtes à l'avance et j'avais commencé justement pour tester en espérant que
2-3 personnes qui seraient à l'avance me permettraient de tester le live. Bien, bah écoutez Théo, on est un petit peu à l'avance, vous et moi, puisqu'il est 17h57. Je vais aller fermer la porte d'ailleurs. Et donc, bien, il semblerait donc que j'ai réussi du premier coup cette fois-ci, mais en faisant tout le temps la même chose, c'est ça qui est un peu étonnant, à lancer le live Twitch et à fonctionner avec ce live Twitch. Puisque Théo est parmi nous, puisqu'il n'y a que Théo pour l'instant, je me permets de montrer, mais les personnes qui regarderaient ce live Twitch en différé, grâce à l'archivage sur YouTube, pourront ainsi prendre connaissance de cet ouvrage qui m'a été offert par Théo himself. J'ai consacré une petite vidéo sur ma chaîne YouTube, Tanner45, mercredi dernier. Voilà, donc je tiens à dire, là encore, je n'ai pas touché à Ulysses depuis lundi dernier, et je n'ai pas touché à ce livre-là. En fait, je l'ai feuilleté, mais je n'ai pas commencé à le lire pour y prendre de la graine, pour m'informer réellement et essayer d'améliorer mes Twitch. Mais enfin voilà, ça veut dire que Théo pense à moi et penser à l'amélioration de mes compétences de Twitcher, ce qui n'est pas trop dur. Astergirl est là aussi. Il y a vraiment des gens qui n'ont rien d'autre à foutre hein, que de m'écouter dégoiser sur un livre que je n'ai pas encore lu. Ben, je sais pas, peut-être que comme il est bientôt 18h et comme après tout, nous sommes 3 déjà, 3 is a crowd. Je sais plus ce que c'est une citation, ça je crois, 3 is a crowd, je sais pas d'où ça vient. Peu importe, bien puisque nous sommes déjà une foule. Ok. Donc, alors là, j'explique juste parce que vous voyez apparaître les commentaires et c'est très chouette. D'ailleurs, 3 is a crowd, ça se confirme puisque on n'est que 3, mais ça échange en triangle, puis ça va. J'espère qu'il y a quand même quelques angles qui vont s'ajouter. Théo fait allusion au fait qu'on s'est vu ce matin et qu'on a reparlé. Attention, ça n'a rien à voir avec Joyce, mais rien de rien. Ça a à voir en revanche ça a beaucoup de rapport avec les cours que j'enseigne en 3e année. Et donc Théo a l'immense malchance de m'avoir dans 2 cours différents, en traductologie et en littérature postcoloniale et de la diaspora, où on étudie Lagoon de Nnedi Okorafor. Voilà. Et Théo m'a non seulement offert le Twitch Fodamez, mais il m'a offert aussi Shuri de Nnedi Okorafor, dont j'ai parlé dans une vidéo. Je range mon bureau pas plus tard qu'hier. Et Théo a continué à s'acheter la suite un peu, ou enfin en tout cas non pas vraiment la suite, mais d'autres Marvel Comics écrits par Nnedi Okorafor. On voit là, il y a vraiment écrit Nnedi Okorafor. Donc on parlait de ça, d'où le commentaire. 3 is a crowd, c'est un sitcom, c'est un sitcom britannique, mais je suis persuadé que c'est un proverbe ou c'est une référence. C'est peut-être tout simplement une sorte de proverbe comme ça, de sagesse populaire qui me remonte de je ne sais où, mais bon, peu importe. Bien, on va revenir sur Ulysses. Et parmi les choses que je saurais peut-être faire, que je saurais sans doute faire quand j'aurais potassé, quand j'aurais eu le temps de potasser, et c'est pas de demain la veille, vu la masse de boulot administratif et pédagogique qui me tombe sur les épaules dans les semaines qui viennent, mais enfin voilà, quand j'aurai potassé ça, peut-être que je saurai faire ce que je ne sais pas encore faire, à savoir faire des partages d'écran, parce que sur Teams et sur Zoom, je sais faire, mais sur Twitch, je ne sais pas, mais bon, peu importe. Je voulais dire plusieurs choses, après tout, voilà, il est 18h01, d'éventuels... je sais même pas comment on dit, spectatrice, je sais pas. Ça s'appelle comment, quelqu'un qui suit un live sur Twitch? Vous avez vu mon niveau de vocabulaire technique, aucun. Bon, des followers tout simplement. Ah oui, c'est comme sur Twitter en fait, c'est pas très original. Je sais pas pourquoi, je pensais qu'il y avait comme ça un terme peut-être
différent. Donc, ce que j'ai dit, alors ce qui s'est passé un petit peu, c'est que pour tester, parce que je suis un peu stressé par le caractère un petit peu aléatoire de mes débuts de Twitch, spectateurs, spectatrices, voilà, c'est ce que j'avais dit. J'ai commencé un petit peu à l'avance et j'avais commencé en lisant un extrait qui se trouve à la page 34 de l'édition Alma Classics, là, que revoilà. Et j'allais, pour continuer à meubler le temps, lire la traduction de ce passage, mais bon, je vais refaire ça, et peut-être du coup que je ne lirai que la traduction, puisque la lecture en anglais, j'ai en plus fourché à 2 ou 3 reprises. Lire Joyce en lecture silencieuse pour soi, ça n'est pas évident, mais lire Ulysses à haute voix, c'est pas évident non plus. Donc voilà, c'est pour dire 2 choses principalement. Je n'ai pas ouvert, j'avais dit, j'ai pas ouvert le Twitch for Dummies, je n'ai pas ouvert Ulysses depuis la semaine dernière. Je m'étais, je sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais terminé le 3e live en disant que j'allais essayer de reprendre le chapitre 3 depuis le début et de le lire en entier. J'ai pas eu 1 minute, c'est pas exactement vrai, j'ai pas pris 1 minute, il va falloir que je m'organise différemment, et notamment que Ulysses entre dans la catégorie des livres que je lis en parallèle les uns des autres, le soir ou à certains moments perdus, alors que là je le traite un petit peu de manière particulière à cause de ce projet, à cause de ces lives, et du coup je le lis pas en fait, voilà. Donc, je l'ai pas du tout ouvert. Et comme je ne l'ai pas du tout ouvert, j'ai rien de bien nouveau à dire. La chose que j'ai à dire, et là il faut que je remercie Jacques Desperreux, qui ne nous a pas rejoint et qui sera peut-être pas là. Je sais que Lou Piche sera pas là ce soir parce qu'il est en déplacement et il ne se connectera pas. Mais Jacques Desperreux m'a expliqué un petit peu quelque chose, m'a donné la piste qui m'a permis d'éclaircir, parce que j'ai pas le temps tellement de lire le livre, moi j'ai encore moins le temps, puis c'est pas l'idée du projet de faire des recherches dessus. Ce dont j'ai parlé la semaine dernière, vous vous souvenez peut-être, j'avais dit que quand on lit le texte, il y a les chapitres qui se suivent, il n'y a pas de titre de chapitre, il n'y a rien, mais que quand on regarde l'appareil critique, soudainement apparaissent des chapitres avec des heures, des lieux. Donc par exemple pour le fameux chapitre 3 qui commence à la page 30, dans les notes, donc à la page 30, il n'y a rien du tout, il y a juste un saut de page et le texte commence, Ineluctable Modality of the Visible. Et si on regarde la page 566 de l'édition Alma, à la page 566, il y a les notes pour la page 30 qui commence, et on a donc ce Proteus, Proté, Time 11 to 12 a.m., location Sandy Mount Strand. Et donc, j'en étais interrogé sur le fait que dans toutes les autres éditions que j'ai pu consulter, il y a cette espèce de dichotomie un peu étrange entre un texte qui ne donne aucune espèce d'indication de lien avec l'Odyssée d'Homère, qui est évidemment l'intertexte majeur de Ulysses, et il n'y a pas non plus de ces indications de lieux, d'heures, etc. dans la journée du 16 juin 1904. Donc ça m'avait un petit peu titillé. Et Jacques Desperreux m'a donné la solution, qui était sans doute assez pas très compliqué à trouver. Il a lu en fait une partie de l'appareil critique de son édition. Et il s'agit en fait, ces informations proviennent de 2 séries de tableaux, de notes, que Joyce a partagé avec des amis, un ami italien qui s'appelait Linati, je ne sais plus très bien, c'est là où effectivement j'aurais pu partager ça avec vous. On trouve ça sur YouTube par exemple, sur qu'est-ce que je raconte, on trouve ça sur la Wikipédia anglophone, ça s'appelle Linati Scheme for Ulysses. Si je fais ça, est-ce que ça marche? On va voir. Donc ça c'est bien. Bonsoir Jacques, justement je venais de parler de toi et je venais de te remercier des informations que tu m'avais fait parvenir sur la localisation des chapitres, et je vais y revenir, je viens à peine de commencer. Bonsoir Lucille, pas du tout de problème, on peut dire bonjour, on ne s'est pas vu, enfin on s'est parlé un petit peu sur Twitter, mais c'est tout. Donc bonsoir Lucille, bonsoir Delphine. Donc j'ai pas vraiment commencé. La seule chose que j'ai dite pour que vous puissiez vous déconnecter dès maintenant en vous disant non, j'ai pas 1 heure à perdre avec ce guignol ce soir, c'est que je n'ai pas avancé d'1 pouce dans ma lecture de Ulysses. Voilà, ça c'est l'information principale. Ce par quoi je commençais à parler ce soir,
après avoir précisé qu'il fallait que je m'organise différemment et que je trouve que je dégage un espace, un temps de 1 heure, 2 heures, où vraiment j'avance dans Ulysses chaque semaine pour pouvoir quand même alimenter, d'abord à essayer peut-être, si c'est un objectif, d'avoir fini de lire Ulysses avant le Bloomsday, c'est-à-dire donc avant le 16 juin 2022. Je disais que Jacques, suite au live de la semaine dernière où je m'étais interrogé sur le fait que dans les appareils critiques de la plupart des éditions figurent des indications de chapitres portant des noms soit de personnages de l'Odyssée d'Homère, soit de figures mythologiques grecques de la Grèce antique, et également une des heures et des lieux à Dublin où est censé se passer l'action, et je m'étais interrogé sur le fait que ces informations n'apparaissaient que dans l'appareil critique, mais qu'en revanche, elles étaient identiques dans les différentes éditions. Et en fait, l'origine, l'auteur de ces informations, c'est Joyce lui-même. Donc c'est ce que je commençais à dire avant de dire bonsoir aux unes et aux autres, aux unes et à l'autre, en l'occurrence. C'est le fameux schéma Linati, le schéma dit de Linati, qui a été transmis par Joyce à un ami. Et donc on trouve ça sur Wikipédia notamment. Je lis juste la première phrase de la Wikipédia. The scheme or explanatory outline for the novel Ulysses was produced by its author, James Joyce, in 1920 in order to help a friend, Carlo Linati, understand the fundamental structure of the book. Bien, on trouve aussi, et ça c'est sur le Joyce Project, je vais vous mettre également le lien, le tableau Gilbert. Le tableau Gilbert, déjà j'arrive pas, alors Delphine, j'arrive déjà pas à suivre mon propre live, alors à tenir le rythme de mon propre live. Donc effectivement, je crois que Shakespeare & Co, cette fois-ci, c'est mort. J'attendrai le bicentenaire de la publication. Bon, j'aurai 147 ans, je pense que je devrais y arriver. Je serai peut-être un petit peu ramolli, mais bon, ça devrait le faire quand même. Donc pour cette année, c'est râpé. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc sur le Joyce Project, il y a également la présentation, si vous voulez les ouvrir, des schémas de Linati et du schéma de Gilbert. Alors c'est intéressant parce que j'ai regardé ça très vite, j'ai parcouru ça très vite. Donc il propose, c'est ce que dit le Joyce Project. Je vais même le copier-coller dans la conversation, enfin dans le chat. Each table starts with a column of Homeric titles for the 18 chapters, which appeared without titles both in the Little Review and in the 1922 printing of the novel. Et si on regarde en fait ces tableaux, je vous laisserai les regarder vite fait, moi j'ai deux remarques principales. La première remarque, c'est que ça aide à lire rien du tout pour moi. Enfin, j'ai regardé ça pour les 3 premiers chapitres. Ça donne effectivement des indications intertextuelles. Ça donne des indications de convergence ou plus exactement, d'analogie entre Ulysses et l'Odyssée. Par exemple, et d'ailleurs, ça c'est dit, enfin je vais finir ce que j'allais dire. Si on regarde, je suis en train de zoomer dessus, par exemple, pour le chapitre 1 dont on a parlé, que je crois, beaucoup d'entre nous ont quand même lu, le premier chapitre, Title Telemachus, j'en avais parlé déjà, Télémaque, Time 8 to 9, ok, ça se passe au petit matin, effectivement, ils prennent leur petit déjeuner, ça on l'avait compris. Color, donc il y a une deuxième colonne du tableau, Gold White, Persons, Telemachus, Antinous, Menta, Pallas, the Suitors et Penelope. Je suppose que Penelope, qui est marquée entre parenthèses Mother, c'est la mère de Stephen Dedalus, dont Buck Mulligan dit qu'il l'a... c'est la mère de Stephen, dont Stephen dit que Buck Mulligan l'a insulté sur son lit de mort. Bon. Technique, dialogue for 3 and 4, narration, soliloquy. Dialogue à 3 à 4, récit et soliloque. On n'a pas besoin du tableau de Joyce pour comprendre ça. Science or art, theology. Donc la science ou l'art dominant, déjà science, art, mettre ça en même temps, c'est un peu bizarre. C'est la théologie. Sense, meaning the dispossessed son in struggle. Organ, c'est-à-dire partie du corps, organe, il n'y en a pas. Symbol, Hamlet, Island, Stephen. Bon.
qu'il soit question d'Hamlet, c'est explicite, il y a une référence, enfin il y a une citation explicite de la scène 4 de l'acte 1 de Hamlet dans le premier chapitre, que ça se passe en Irlande ou que cette scène soit symbolique de l'Irlande, que ça se passe en Irlande, ça c'est évident, tout le roman se passe en Irlande, que ça soit symbolique de l'Irlande, c'est déjà un peu plus compliqué, et qu'il y ait Stephen comme symbole, là déjà c'est un petit peu plus bizarre. Bien, moi j'aimerais vraiment revenir à ce que dit, et je vais citer une dernière fois pour aujourd'hui cette page du Joyce Project, je le copie-colle et je le lis. The schemers are fantastic creatures regarded by many intelligent readers as chimeras, je ne sais même pas comment on dit, des chimères. Tiens, est-ce qu'au moins ce live pourrait m'apprendre à prononcer les mots anglais que je ne sais pas prononcer. Largely unhelpful for reading the novel. Donc en un mot, clairement, c'est l'impression que j'avais eue avant de regarder en détail, avant de tomber sur cette page du Joyce Project. Ces tableaux sont des tableaux que Joyce a envoyés à deux de ses amis. Apparemment, ça se prononce chimeras, plus ou moins, donc pas du tout comme je le prononçais, et accentué sur la deuxième, peu importe. Si je pouvais trouver un truc avec l'API, ça serait pas plus mal quand même. Il n'y a pas genre un truc avec l'API, là, vite fait, sur ce ordinateur. Bon, c'est pénible, ça, cette histoire-là. Je l'ai pas, je vais les faire comme ça. Chimera. Voilà, je ne sais pas si vous avez entendu, je ne sais pas si... Is the ideal of banishing hunger throughout the world just a chimera? Bien, merci le Cambridge Dictionary. Chimera, bien, j'aurais donc appris à prononcer ce mot que je pense que je n'avais jamais eu à le prononcer avant. Donc, regarded by many intelligent readers as chimeras, largely unhelpful for reading the novel. Ces tableaux ne servent à rien en fait. Ces tableaux sont une sorte de fausse explication qui n'apporte rien, qui n'aide pas à lire le roman. Très bien, tant mieux, on s'en passe. C'est plutôt mieux, je trouve, de penser que finalement le livre peut se lire comme un livre avec toutes ses opacités, avec toutes ses obscurités, avec toutes ses difficultés, mais qu'il n'y a pas comme ça des espèces de clés à aller chercher tout le temps qui finalement ralentiraient, je pense, la lecture. Alors, tout en ayant dit ça, je viens de redonner un postulat qui était un des postulats de ma lecture, de ce début de lecture que je tente d'Ulysse. Néanmoins, je dis ça, mais en disant ça, vous voyez bien que j'ai fait le premier live le 2 février. On est le 28 février, j'ai pas tellement avancé. J'ai même pas avancé du tout depuis la semaine dernière. Bon, je suis donc stuck in chapter 3, je suis coincé dans le chapitre 3. Et au tout début de ce live, avant même en fait l'heure de départ, j'avais commencé, pour tester la caméra, le son, puisque la semaine dernière ça avait un peu merdouillé, j'avais commencé à lire un texte. J'ai pas choisi un texte au hasard, et je me rends compte que, oh là là, les jours rallongent, mais pas assez. Fiat Lux, que la lumière soit. Allez, c'est bien. Let there be light. Ouais, j'y vois mieux tout d'un coup. Je commençais à plus rien y voir. Comme c'est imprimé très petit, je peux pas me permettre d'avoir une mauvaise lumière quand même ici. Et donc j'avais commencé à lire ce passage du chapitre 3 qui se trouve à la page 34 de l'édition Alma et qui commence par Noon Slumbers. Et qui m'intéresse parce que ça fait partie des... alors c'est tout le paragraphe, j'ai lu tout le paragraphe, je vais peut-être le relire à un moment donné, je ne sais pas. Je me suis dit, quand même, je fais ce live Twitch, je ne peux pas ne pas parler de Ulysses, on va regarder un extrait du texte, et c'est un passage que je ne comprends pas particulièrement, c'est un passage compliqué, mais c'est un passage qui illustre assez bien l'espèce de coq à l'âne, finalement, qui se trouve très souvent dans la structure du texte, c'est-à-dire c'est même pas la structure du récit, c'est la structure du texte, c'est que Ulysse avant tout n'est ni un récit ni un dialogue, c'est les deux à la fois en permanence, c'est une illustration en fait de ce que Mikhail Bartine a appelé le dialogisme et la polyphonie, c'est-à-dire qu'en fait il y a une espèce de chaos de voix et de points de vue et de souvenirs qui s'entrechoquent en permanence et qui sont en permanence juxtaposés. Et donc ce passage me semble en être une illustration intéressante avec
de surcroît une forme de plurilinguisme, c'est-à-dire une juxtaposition aussi de langues différentes. Dans ce passage-là, il y a du français, il y a du norvégien, si j'ai bien suivi, il y a du français approximatif parlé par une suédoise, ah non, ça va être du suédois d'ailleurs, puisqu'il est question d'Uppsala. Et donc et puis il y a une référence à l'absinthe, c'est ça aussi qui m'a intéressé, parce que puisque, si je me réfère une dernière fois avant de l'abandonner, si je me réfère là ici au schéma de l'Inati, la couleur du chapitre 3, donc cet extrait, sur lequel je vais m'apesantir un peu aujourd'hui, c'est le chapitre 3, Proté. La couleur que Joyce associe à ce chapitre, c'est le vert, c'est la couleur verte. Et dans ce chapitre-là, il est question de l'Irlande et il est question de l'absinthe. Et l'absinthe qui est décrite de manière, à laquelle il est fait allusion de manière répétée, du fait de sa couleur verte. Donc je me demande s'il n'y a pas dans cet élément symbolique, le vert de l'Irlande et le vert de l'absinthe, une manière pour Joyce d'essayer de réconcilier une forme d'identité parisienne, parce que typiquement l'absinthe c'était la boisson de la bohème, la boisson des poètes, la boisson des peintres de la fin du 19e siècle, hein. C'est la boisson qui a plus ou moins détruit Verlaine, c'est une boisson qui est représentée dans un certain nombre de tableaux, et je me souviens plus, je pense que c'est Cézanne, hein, il y a un tableau très célèbre de Cézanne, me semble-t-il, les buveurs d'absinthe, hein, et effectivement Jacques dit la fée verte, et c'est dans le texte dont il est question ici, hein, Green Fairy, l'expression Green Fairy est présente. Donc ce que je propose de faire, c'est voilà, une version, on va dire, de plagiat par anticipation de licence 4. Ok, donc je vais lire ce passage et puis on va le lire en traduction aussi. Donc je le relis, hein, si vous regardez ce live en différé, dit-il en live. Bref, si vous regardez ce live en différé, oui, je l'ai déjà lu au tout début. Noon slumbers. Kevin Egan rolls gunpowder cigarettes through fingers smeared with printer's ink, sipping his green ferry, as Patrice is white. About us gobblers fork spiced beans down their gullets, un demi-sautier, a jet of coffee steam from the burnished cauldron. She serves me at his beck. Il est irlandais. Hollandais? Non, fromage. Deux Irlandais, nous, Irlande. Vous savez? Ah oui! She thought you wanted a cheese hollandais. Your postprandial. Do you know that word? Postprandial? There was a fellow I knew once in Barcelona, queer fellow, used to call it his postprandial. Well, slancher. Around the slabbed tables the tangle of whined breaths and grumbling gorges. His breath hangs over our sauce-stained plates, the green ferry's fang thrusting between his lips. Of Ireland, the Dalcassians, of hopes, conspiracies, of Arthur Griffith now, to yoke me as his yoke fellow, our crimes, our common cause. You're your father's son. I know the voice, his fustian shirt, sanguine flowered, trembles its Spanish tassels at his secrets. Monsieur Drummond, famous journalist. Drummond, know what he called Queen Victoria? Old hag with the yellow teeth. Vieille ogresse with the dents jaunes. Maud gone. Beautiful woman, La Patrie, Monsieur Millevoix. Félix Faure, know how he died? Licentious men. The Fröken, bonne à tout faire, who rubs my nakedness in the bath at Uppsala? Moi faire, she said. Tous les messieurs. Not this, monsieur, I said. Most licentious custom. Bath a most private thing. I wouldn't let my brother, not even my own brother, most lascivious thing. Green eyes, I see you. Fang, I feel. Lascivious people.
Alors, je n'aurai pas la prétention de décrypter toutes les allusions et même d'essayer de comprendre ce qui se passe en fait dans ce texte-là. C'est comment dire, oui, c'est ce que disait, une sorte de coq à l'âne, de patchwork de paroles. Si on regarde les annotations dans l'édition ici, la première note correspond à la note 11, Fingers smeared with printer's ink. Joseph Casey, the model for Kevin Egan, worked as a typesetter for the Paris edition of the New York Herald. Donc là, on a un personnage qui est un personnage de journaliste qui travaille à Paris, et donc ce journaliste qui travaille à Paris se roule des cigarettes, gunpowder, littéralement à la poudre de canon, et il boit de la fée verte, il sirote sa fée verte. Sipping his green fairy as Patrice is white. Et donc là, on a aussi une note, green fairy, absent in French, fée verte. Donc là, la notation éclaircit totalement l'allusion ici. About us gobblers, folks, spice bean down their gullets, un demi-septier, a jet of coffee steam from the burnished cauldron, she serves me at his beck. Et là, il n'y a pas de note, il y a une note qui explique la confusion sur irlandais, hollandais, et qu'on comprend en fait, c'est que les types disent qu'ils sont irlandais, qu'ils travaillent à Paris mais qui sont irlandais, et puis la serveuse qui serves me at his beck, à mon avis il y a un jeu de mots translinguistique, parce que be at someone's beck and call, c'est être à la botte de quelqu'un, hein, to be at someone's beck, c'est-à-dire rappliquer dès qu'on vous siffle, hein, c'est ça l'idée, to be I'm not at your beck and call, c'est je suis pas à ton service, c'est un peu archaïque maintenant je pense, mais évidemment at his beck, on a déjà dans la phrase en anglais le passage vers le français. C'est le bec, effectivement. Et le bec sert en argot de la fin du 19e, début du 20e, à parler de tout ce qui a dans des expressions qui ont trait à la nourriture, bien sûr, mais qui ont trait aussi à la cigarette, à la consommation, je vais y arriver, de tabac, mais aussi à la consommation d'alcool. Donc là, bien sûr, on est dans le bec, on est vraiment dans le royaume du bec, on est au bistrot, on se pique à l'absinthe, et l'absinthe de l'époque, elle détruisait quand même, hein, un petit peu la tronche. Donc, il est irlandais, hollandais, non fromage, deux irlandais, nous, Irlande, vous savez, she thought you wanted a cheese hollandais. Donc voilà un petit peu ce qui se passe, et tout le reste ensuite relève en fait d'une sorte presque de ping-pong verbal entre deux personnages qui échangent dans un bistrot entre leurs propres expériences, jusqu'à l'expérience de toute évidence d'un sauna à Uppsala, où la Fröken, et alors là il y a une note de bas de page, enfin une note finale, Fröken or Fröken Swedish, an unmarried woman, a young lady. Donc la donzelle, la demoiselle, la Fröken, quoi. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que Fröken, la phrase est en anglais, et c'est ce que je voulais montrer un peu sur. Donc là, je veux essayer de montrer 2-3 choses. Je vais peut-être lire le texte en français, il faut que je retrouve le passage, mais ça ne devrait pas être trop difficile. Je ne l'ai pas lu, la traduction, je ne l'ai pas regardée, donc on va la découvrir ensemble. S'il y a des choses bizarres, on va les découvrir ensemble aussi par rapport à l'original. Mais la raison pour laquelle je choisissais ce texte, c'est pour montrer sur une sorte de passage relativement court quand même, comment fonctionne, sans doute une bonne partie du chapitre 3, mais comment fonctionne souvent l'écriture de Joyce, et comment elle va finir par fonctionner dans Finnegan's Wake, qui est un texte comme ça, complètement torrentiel, de parataxe presque, de juxtaposition, de fil en aiguille, une sorte de lien logique entre des choses qui n'ont apparemment pas de rapport. Hein. Oui, c'est de fil en aiguille, je disais coq à l'âne tout à l'heure, mais un coq à l'âne pas totalement coq à l'âne, c'est vrai qu'il y a toujours une forme de logique derrière. Si on continue à tirer sur le fil de l'allusion à Hamlet, there's method to his madness, c'est-à-dire c'est la folie méthodique. Donc c'est une forme de folie textuelle méthodique pour moi, l'écriture de Joyce, et on est obligé d'accepter ça un petit peu, et donc d'en perdre énormément. Si on cherche à tout décrypter, à tout comprendre, on va effectivement y passer un temps fou. Si on lit ça comme c'est donné, comme c'est censé être, conversation dans un bistrot, plein d'allusions, on passe d'une anecdote à l'autre, eh bien, ces deux personnages, il y a telle chose qui lui rappelle un type qu'il a connu à Barcelone, puis il y a telle autre scène ou tel autre élément qui rappelle les saunas ou les baths, enfin c'est les établissements de bains, donc je pense que c'est effectivement plutôt ce qu'on appellerait maintenant, nous, alors ce qu'on a
ce qu'on appelait peut-être à Paris les bains turcs, je ne sais pas, ce qu'on appellerait peut-être les saunas, puisqu'après tout c'est en Suède, pourquoi pas. Mais c'est pour montrer comment, par cette conversation apparemment anodine de deux potes de bistrot qui sont en train de s'arsouiller ensemble, il y a tout ce plurilinguisme qui est mis en place par le souvenir. C'est une polyphonie parce qu'ils sont deux et que leurs souvenirs s'entrechoquent et que leur langage s'entrechoque, c'est-à-dire leurs paroles s'entrechoquent, mais c'est aussi du plurilinguisme parce que par la confrontation de leur langage, il y a une prolifération de langues et de signes linguistiques dans des langues différentes. Ils parlent français, un français approximatif avec la serveuse française, donc il y a un peu de français. Et puis il y a un souvenir de Suède, donc il y a un mot suédois. Et puis ils trinquent ensemble, ils sont irlandais, ils trinquent ensemble avec la formule rituel en gaélique, que même moi je sais dire. Ça s'écrit slainte, mais ça se dit slancha en fait. Bon, voilà, donc c'est tout ça qui se passe évidemment dans ce texte, et c'est ça que c'est comme si Joyce il essayait de bourrer au maximum le texte d'une manière un peu atomique, hein. C'est comme s'il cherchait à bourrer au maximum un paragraphe assez court pour faire rentrer un maximum d'allusions, un maximum de jeux de langue, un maximum d'allitération, un maximum aussi d'allusions culturelles, parce que l'absinthe évidemment évoque et évoquait déjà en 1922 le milieu parisien, les peintres et les poètes, la bohème parisienne. Le livre a été publié à Paris, mais ces chapitres, ils ont été publiés avant dans des revues qui n'étaient pas des revues françaises. Néanmoins, il y a cette référence-là, et ça se passe à Paris. Alors, dans ce passage-là, on peut voir plein d'autres choses, hein. Je ne suis pas en train de proposer une explication de texte traditionnelle, normée, épousant des codes, hein. C'est un Twitch, c'est pas un cours. Donc, vous intervenez quand vous voulez s'il y a des choses qui vous perturbent dans ce passage. Est-ce que je peux réussir, s'il y en a qui n'ont pas le texte, je ne sais pas s'il y en a qui n'ont pas le texte sous les yeux, à copier-coller le texte, je ne sais pas. Est-ce que Et pendant ce temps-là, vous pouvez respirer un grand coup et poser des questions éventuellement. Je regarde juste ce qu'il y a. J'ai vu Delphine, merci pour les... Enfin, je peux pas les voir là, mais j'ai vu que tu avais posté un certain nombre de liens vers des tableaux. Si je fais ça, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est trop long ? Mon truc est trop long peut-être. Je suis en train d'essayer de copier-coller le texte, mais il y a peut-être une limite de... Ah oui, il y a une limite de caractère de toute évidence. Il m'en a collé qu'un petit bout. Bon, mais c'est pas grave, on va déjà coller ça. C'est pas grave. Il y en a peut-être qu'une partie qui apparaît. Bon, c'est un peu bizarre. Je teste, du coup je fais des petits tests avec Twitch. Pas grave. Je sais pas ce que je fais. Oui, donc ce passage-là donc commence aussi, oui, c'est une dernière chose que je voulais dire pour l'instant, parce qu'il y a plein d'autres choses à dire aussi. Hein. La référence à Félix Faure, donc il y a des allusions historiques aussi, et là je demande bien sûr instamment à Delphine de ne pas poster d'image, puisqu'il y a l'allusion à Félix Faure, know how he died, licentious man, et là il y a une note dans l'émission Alma, mais moi je ne suis pas allé la lire, alors je suis allé vérifier, quand j'ai regardé les notes, j'ai vu qu'il y en avait une, j'en avais pas besoin, bon ben là c'est pareil, on ne lit pas pareil ce texte, et là je vais juste, avant de le dire est-ce qu'il y a des... il y a peut-être, je sais pas... Théo, Lucille par exemple, ça ne me surprendrait pas que vous ne décryptiez pas du tout cette allusion. Monsieur Millevoix, Félix Faure, know how he died, licentious man, bath a most private thing, green eyes I see you fang I feel lascivious people. Est-ce que vous savez comment est mort Félix Faure ? Qui était Félix Faure déjà ? Voilà. Donc Félix Faure c'était un président français à la toute fin du 19e, début du 20e siècle, je crois qu'il meurt en 1901 ou 1902, il faudrait revérifier, et en fait il est notamment célèbre pour la manière dont il est mort, et voilà, donc il est mort parce qu'il était en train
se faire tailler une pipe, je vais le dire vulgairement, c'est pas grave, par sa maîtresse ou demi-mondaine, je sais pas trop, une personne tout à fait identifiée d'ailleurs, dont on connaît le nom, etc., mais j'ai pas retenu. Et d'ailleurs, ce qui a donné lieu à un certain nombre de blagues à l'époque, puisque Clémenceau, par exemple, avait surnommé la courtisane apparemment relativement renommée, la pompe funèbre. Voilà, a-t-il toujours sa connaissance? Voilà, c'était la question, évidemment, comme Félix Faure avait fait une crise d'épectase, enfin une forme d'arrêt cardiaque ou de je sais pas quoi. Je ne sais même pas exactement comment il est mort, il n'est pas mort sur le coup, mais voilà, il est mort pendant des ébats sexuels et très probablement pendant une fellation, apparemment. Donc, a-t-il toujours sa connaissance avait demandé, je ne sais pas si c'était le médecin, la bonne, etc. Et quelqu'un aurait répondu, je viens de la croiser dans l'escalier, parce qu'évidemment, on a exfiltré rapidement la maîtresse du président, parce que c'est pas pas très avouable comme décès. Voilà, Meg Steinheil, c'est ça, oui, voilà. Donc, je savais, oui, Delphine, que tu connaissais plein de choses sur ce personnage, bon, que je connais pas plus que ça. Donc, Joyce, il intègre ça, c'est-à-dire il intègre ça à la conversation qu'ont deux personnages complètement mineurs de son roman. Kevin Egan et Patrice, qui discutent. Et donc, Felix Faure know how he died, licentious man. Et c'est effectivement l'allusion à Félix Faure et au fait qu'il est mort pendant l'acte sexuel, enfin en l'occurrence même probablement pendant une fellation, qui évidemment donne The Licentious Man. D'où le souvenir du sauna, The Fröken, bonne à tout faire, who rubs male nakedness in the bath at Uppsala, qui... moi faire, she said, tous les messieurs, not this monsieur, le type où il veut pas qu'on le touche, I said, most licentious custom, bath a most private thing. Donc, qu'est-ce que c'est que ces coutumes? Qu'est-ce que c'est que ces coutumes de débaucher? Le bain, c'est un moment privé, il n'est pas question qu'on me tripote pendant mon bain. Donc c'est un peu, voilà, c'est cette image-là. Et donc, ça veut dire que l'allusion historique, l'allusion culturelle à Félix Faure, elle permet d'aller vers voilà, il voulut être César et il finit Pompée. Il ne fut que Pompée, je crois. Je sais plus, parce que je me demande si ça fait pas un alexandrin. Je sais plus. Bon, peu importe. Et là, je crois que c'est aussi attribué à Clémenceau, me semble-t-il. Félix Faure voulait être César, il ne fut que Pompée. Donc avec évidemment un jeu de mots sur Pompée. Et que Pompée, ER, évidemment, il ne fut que... Non, enfin, Pompée et il ne fut que Pompée, sucé, évidemment. Donc voilà, donc ça a donné lieu à un certain nombre de vannes. Je disais tout à l'heure, je ne sais plus si j'ai fini par donner la vanne ou pas, mais Clémenceau avait surnommé donc la Meg Steinheil la pompe funèbre. Donc celle-là est assez drôle quand même. J'avoue que ça me fait sourire quand même. La pompe funèbre pour quelqu'un qui a tué le président de la République par fellation, c'est quand même assez rigolo quand même. Bien, bon, ça a donné lieu à un certain nombre de vannes, comme vous vous en rendez compte, et de toute évidence, c'était relativement connu, même si évidemment il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas la presse à scandale au même sens que maintenant, et où ça a été certainement beaucoup moins connu que ça ne le serait aujourd'hui. Pensons avec émotion à la carrière politique de Benjamin Griveaux. Benjamin Griveaux, vous vous souvenez, c'était juste avant le début de la pandémie. On a quasiment oublié que cette période existait. Les dick pics ou les dick videos de Benjamin Griveaux, voilà, bon, vous imaginez ce que ça donnerait aujourd'hui, voilà, le président de la République mourant dans ces circonstances-là. Bon, donc c'est ça qui donne, donc je raconte pas ça juste pour dire des gros mots et pour parler de cul, encore que, pourquoi pas, mais c'est aussi pour montrer comment le texte se constitue de ce dialogue complètement décousu en coq à l'âne, qui saute, si je puis me permettre, d'une anecdote à l'autre, et d'une anecdote à l'autre, qui, de fil en aiguille, nous amène de la sieste postprandiale, de la sieste digestive, à Barcelone, à une série de personnages, et puis à Drummond. Ça, Drummond, j'en ai pas parlé, mais Drummond, c'est une figure extrêmement importante de la presse de la fin du 19e et du début 20e. C'est un des très grands journalistes antisémites de la Troisième République, et évidemment une figure très importante lors de l'affaire Dreyfus. Donc c'est un personnage extrêmement virulent, un polémiste, antisémite, anti-radical, en partie anti-républicain aussi, donc avec des positions très marquées,
langage extrêmement violent, et qui donc avait surnommé la reine Victoria. J'ai déjà refermé le livre et je sais déjà plus comment il l'avait surnommé. Et là non plus, j'ai pas vérifié la référence, mais il n'y a pas de raison que Joyce l'ait inventé. La vieille ogresse aux dents jaunes, Old Hag with the Yellow Teeth. Et donc voilà, de ça évidemment, c'est les dents jaunes qui donnent Maud Gonne par analogie phonique, c'est-à-dire que parce qu'on a parlé de Victoria qui est laide, on pense à une belle femme, on pense à qui? À Maud Gonne, la légérie inatteignable de Yeats, donc voilà, un personnage qui est politiquement important aussi. Donc il y a les sonorités, jaune, Gone, et il y a aussi une forme de pensée par contraste. On nous parle de Victoria comme d'une vieille femme aux dents jaunes, et vieille ogresse. Old Hag, c'est assez rigolo d'ailleurs qu'il donne Old Hag, parce que si l'expression de Drummond c'était ogresse, Hag c'est pas exactement, on traduirait ça plutôt comme la harpie ou la mégère en fait, hein, Hag. Donc je ne sais pas si traduire, là je parle de la traduction de Joyce, puisque Joyce traduit le français, s'il traduit ogresse par hag, c'est un peu curieux quand même. Voilà, je ne sais pas à quoi réagit Astergirl sur le CCXD, c'est peut-être que parce qu'il y a un petit retard aussi dans ce dont je parle. Bon, il y a peut-être un décalage entre le moment où vous m'entendez et le moment où je suis en train de jacter, je sais pas. Voilà, si la mystérieuse, Astergirl, peut me dire pourquoi elle dit si, je sais plus vraiment à quoi je faisais référence, à quoi elle réagit. Voilà, donc du coup, de Maud Gonne, évidemment, on en passe à Beautiful Woman, et donc Beautiful Woman, ça suggère l'anecdote de la mort de Félix Faure, donc l'anecdote dans le sauna à Uppsala, etc., etc. Donc une structure polyphonique, une structure de juxtaposition, une structure de pensée par analogie, hein, de fil en aiguille, et qui se constitue dans un dialogue extrêmement interrompu, extrêmement complexe à suivre, et avec un véritable plurilinguisme. Est-ce que je vais retrouver la traduction? Sans doute. Sans doute. Oui. Ben non, je ne le trouve pas. C'est rigolo. C'est rigolo. C'est pas rigolo d'ailleurs. Oui, il y a un truc auquel j'ai rien compris sur les yambes, à un moment donné, j'ai pas bien compris. Voilà, je l'ai. Donc là, je vous lis le même passage, traduction Morel, Gilbert, Larbeau, Joyce. La première traduction. Somnolence de midi. Noon slumber. Je vais essayer de me garder le texte anglais sous les yeux. Somnolence de midi. Kevin Egan roule des cigarettes de poudre à canon entre des doigts barbouillés d'encre d'imprimerie et boit à petits coups sa fée verte comme Patrice faisait de sa blanche. Et je ne sais pas ce qu'est la boisson de Patrice du coup. C'est quoi c'est une anisette, je ne sais pas. Autre chose d'ailleurs, je voulais le dire tout à l'heure, puis ça m'est sorti de l'esprit, j'ai dû parler d'autre chose ou réagir à autre chose. Ce paragraphe commence par le type qui se roule des cigarettes avec ses doigts tachés d'encre. Évidemment, les doigts tachés d'encre, ça fait partie de tout le réseau extrêmement complexe des métaphores colorées ou des allusions à aux couleurs. Oui, c'est ce que je pensais, une anisette, hein, c'est pour la boisson blanche. Donc, ce Kevin Egan, qui est un ouvrier d'imprimerie, il a les doigts tachés d'encre, et c'est évidemment aussi une image de l'écrivain qui a lui-même les doigts tachés d'encre, ou du lecteur qui lit ce livre, et peut-être, s'il est imprimé sur du mauvais papier, a les doigts tachés d'encre aussi. Donc voilà, la mise en abîme de l'écriture même et du texte même, elle est présente même dans un détail comme celui-là. Je poursuis. Autour de nous, des goinfres se calfatent le conduit de faillots poivrés. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, c'est le spiced beans down the gullets. Et on a une allitération dans la phrase qui est pas mal. About us gobblers fork spiced beans down their gullets. Il se calfate le conduit. C'est rigolo, c'est l'argot de l'époque des années 20.
Ça paraît tellement vieillot, c'est amusant. Ce calfate le conduit de Fayot poivré. Un demi-setier. Un jet de vapeur. Ah, merci à Jacques. La fée blanche est une absinthe de qualité supérieure. Ben ça, vous voyez, par exemple, il y a celui qui boit de la verte et il y a celui qui boit de la blanche. Et ça dénote peut-être déjà une différence de statut social. On ne sait pas. Ok, je continue. Un jet de vapeur de café hors du percolateur poli. Sur un signe de lui, elle me sert. Et donc là, évidemment, le Hattisbeck, il est complètement perdu ici. Il est irlandais. Hollandais? Non, fromage. 2 Irlandais, nous, Irlande, vous savez? Ah oui. Elle pensait que vous demandiez du fromage hollandais. Votre postprandium. Connaissez-vous ce mot? Postprandium. Un type que j'ai connu à Barcelone, un drôle de type, appelait ça son postprandium. En bien. Slanche. Ah, c'est curieux. Well, slanche. En bien. Moi, j'avais compris le well comme un embrayeur, en fait. Bon, ok, changeons de sujet, quoi. Bon, c'est pas traduit comme ça. Autour des tables, dalles de marbre, l'enchevêtrement des haleines vineuses et des gosiers grognants. Donc là, les allitérations en G, elles sont, enfin en gueux, les allitérations gutturales, elles sont gardées quand même. Les grumbling gorges et les gobblers forking beans down the gullets. On a quand même nos goinfres et nos gosiers grognants. Son haleine flotte au-dessus de nos assiettes maculées de sauce. Entre ses lèvres, la fée verte darde ses crocs. Ça, c'est les fangs, les crocs. L'Irlande, les Dalcassiens, espoir, conspiration, à présent Arthur Griffith. Pour m'atteler dans ces brancards, nos crimes, notre commune cause. Vous êtes bien le fils de votre père, je reconnais sa voix. Donc là, on a tout, dans toutes les allusions à la filiation, la reconnaissance. Une fois qu'on a compris que il y a un fil Ulysse-Télémaque, évidemment on a toujours ce fil Ulysse-Télémaque, la reconnaissance. Comment est-ce que Télémaque va reconnaître son père? Comment est-ce que Ulysse va reconnaître son fils? Je reconnais sa voix. Sa chemise de futaine à fleurettes rouges agite ses pompons espagnols quand il fait ses confidences. Ça confirme que, même en le lisant en traduction, c'est pas commode. Monsieur Drummond, journaliste illustre, Drummond, savez-vous comment il a appelé la reine Victoria vieille ogresse aux dents jaunes? Évidemment, là, on n'a pas la répétition 2 fois de la citation, on l'a une seule fois en français. Maud Gonne, quelle superbe femme, la patrie, Monsieur Millevoye, Félix Faure, savez-vous comment il est mort? Homme lascif. The lascivious man, homme lascif, je suis pas sûr que lascivious, alors peut-être que dans les années 20, lascif passait pour ça, moi j'aurais dit où il est débauché, en fait, lascivious c'est les débauchés, concupiscents peut-être, des hommes concupiscents, des débauchés, bande de débauchés, j'aurais traduit je pense par licentious men, bande de débauchés, ouais, c'est pas, ouais, et là c'est traduit par lascif, ah oui non, c'est licentious, c'était pas lascivious, c'est licentious qui est traduit par lascif, je suis pas du tout convaincu par ça, moi ouais, bande de débauchés je mettrais. La fröken bonne à tout faire qui a Uppsal frotte au bain la nudité mâle. Bon, je sais pas pourquoi Uppsala devient Uppsal, je sais pas si c'était une habitude, si c'était une manière de désigner la ville suédoise dans les années 20, ou si c'est pour faire une rime interne avec la nudité mâle, Uppsal, nudité mâle, peut-être. Moi faire, dit-elle, tous les messieurs, mais pas ce monsieur-ci, lui répondais-je. Coutume lascive. C'est bizarre quand même, licentious custom. Coutume lascive, ça veut rien dire ça. Enfin, je ne sais pas si ça passait dans les années 20, mais voilà, si c'était une expression complètement possible dans les années 20, ça montre que la retraduction, ça n'est pas une opération vaine ou inutile. Le bain est la chose la plus intime. Je ne laisserai pas mon frère, pas même mon propre frère. Usage absolument licencieux. Et donc là, c'est lascivious. Ah oui, donc ils ont traduit licentious par lascif et lascivious par licencieux. Bon, ils ont fait une inversion, c'est un peu curieux. Je ne conseille pas ça à mes étudiants. Yeux verts, je vous vois, crocs, je vous sens, race licencieuse. Licentious people. Moi, j'aurais quand même mis bande de débauchés. Ici, peut-être, quelque chose comme ça. Voilà pour ce passage, cet extrait du chapitre 3. J'ai pas de raison de prolonger indûment les hostilités parce que, comme je l'avais dit, j'avais rien de particulièrement nouveau à vous proposer. On va essayer de maintenir le rythme, un Twitch toutes les semaines à 18h le lundi, c'est pas mal.
On n'est pas obligé de faire durer ça plus d'une heure, et là ça a duré presque une heure, donc enfin, 3 petits quarts d'heure. Jouisseur, dans la traduction que tu lis, Jacques, c'est ça, c'est jouisseur, qui est curieux aussi, le Serious Man. Ouais, je sais pas, c'est pas la même idée, jouisseur quand même. Hein. Alors là, si on commence à partir dans des débats terminologiques, lexicaux, traductologiques, moi je peux ne jamais m'arrêter, donc c'est peut-être pas une très bonne idée de me lancer là-dessus. Mais voilà, je sais pas, parce qu'on pourrait aussi aller vers libertin. D'accord. Ok. Jouisseur. Je suis pas sûr que ça soit terriblement. C'est la traduction, je sais jamais, c'est la traduction récente, toi, que tu as. Ou c'est un combo de plusieurs traductions, je sais plus. Ouais, moi je serais allé vers débauché. Je sais plus, parce qu'en fait il y a deux termes. Alors la traduction Morel, Gilbert, etc., elle traduit, puisqu'il y a deux occurrences de licentious. C'est ça, ouais. Il y a deux occurrences de licentious et deux occurrences de lascivious. Donc là, on a quand même un élément quand même très contraignant d'un point de vue poétique. La traduction, la première traduction, celle des années 20, elle inverse. Elle traduit les deux licentious par lascif et les deux lascivious par licencieux. Moi, je pense que licentious. Moi, je serais allé vers, je crois, concupiscent et débauché. Ouais. Ces hommes concupiscents, quelle coutume. Ouais, c'est vrai qu'une coutume concupiscente, ça ne marchera pas ensuite. Hein. Quelle coutume. Ouais, perverse peut-être. Hein. Ouais, peut-être. Quelle coutume libertine. Quel libertinage. Hein. Des libertins. Quelle coutume. Ouais, des libertins, licentious men. Most licentious custom. Quel libertinage, moi j'aurais mis, je pense. Most lascivious thing. Et là j'aurais mis. Not even my quelle débauche. Et le lascivious people, des débauchés. Je pense que j'aurais fait comme ça. Des libertins, des débauchés. Et entre les deux, quel. Donc j'aurais gardé un peu la reprise par symétrie. Bon, moi j'aurais substitué peut-être. Ouais, dépravé, c'est pas mal aussi. Ouais. Dépravé, c'est pas mal. Bande de dépravés, ouais, c'est un côté c'est assez rigolo, je trouve en plus. Hein, lascivious people. Voilà, donc un passage dont je suis loin d'avoir... alors déjà, vous avez des notes dans toutes les éditions, donc tous les Arthur Griffith et toutes les choses que moi-même je ne suis pas trop sûr de comprendre, ou même que je suis sûr de ne pas comprendre, je n'en ai pas parlé, mais j'ai voulu essayer de donner un point d'entrée dans le fonctionnement du texte, tel que je le comprends moi, le fonctionnement de l'écriture de ce texte-là, par la juxtaposition, par le fil en aiguille, par toutes ces choses-là. Mœurs de dépravé, ouais. Le jouisseur dépravé, c'est pas mal. Mais j'aime bien mon libertin débauché, qui permet d'avoir l'équilibre entre trois syllabes aussi. Licentious, lascivious. Bon, voilà. Bon, de toute façon, personne ne me demande de traduire Ulysses. Si déjà je réussissais à le lire, ça serait pas mal. Donc voilà. Enfin, c'est pour montrer aussi que voilà, c'est une des manières dont fonctionne le texte. Hein. Je m'en étais pas rendu compte d'ailleurs avant de regarder la traduction, de voir qu'il y avait deux fois licentious, deux fois lascivious. Bon, donc on a tout ce côté-là aussi. Bien, je ne sais pas s'il y a des questions, des remarques, mais pour moi, j'ai à peu près fait le tour de. Je ne pensais pas déjà pouvoir tirer sur la corde de cette manière-là. Donc, j'ai parlé des fameux schémas de Linati et de Gilbert, ces espèces de tableaux soi-disant explicatifs fournis par Joyce à deux de ses amis, en amont d'ailleurs de la publication du livre en 1922, pour dire que la plupart des experts finalement rejoignent ce qui avait été ma gut reaction, ma première réaction, qui était que ces tableaux, ils expliquent rien du tout, en fait, ils servent pas du tout à comprendre ce qui se passe dans le livre, donc d'un certain point de vue, tant mieux. On se confronte au texte, et puis voilà, c'est à peu près notre seule porte de secours. Si, ce que je pourrais dire, c'est vous en êtes où? Parce qu'après tout, moi, je vous ai avoué que j'étais coincé au début du chapitre 3 depuis la semaine dernière et que j'avais pas avancé. Je ne sais pas si vous voulez faire état de votre désespoir relatif. Ouais, les liens, c'est surtout Delphine qu'il faut remercier parce que moi j'avais mis des liens, mais c'était ceux que tu m'avais communiqué, Jacques. Donc on tourne en rond, merde, on tourne en rond, merde, on tourne en rond, merde. Je cite le grand blond avec une chaussure noire. C'est qui l'eût cru? Bon.
Cela dit, j'ai cité Inspecteur Lavavure cet après-midi dans une réunion très très sérieuse à l'UFR, donc tout est possible. On connaît nos classiques. Pas de remarques particulières, et bien puisqu'on a parlé de tout ça. Voilà. Il y a un défi Agatha Christie. Ah oui, je sais, oui. Si, oui. J'ai mis 2 secondes à rattraper le truc. Oui, je suis au courant. On en a parlé. Je suis censé être au courant et je suis au courant, Delphine. Nothing more. Mais écoutez, je vais mettre fin à ce stream en vous remerciant d'avoir été présent. Ça dure depuis 1 heure en fait, puisque j'avais commencé à l'avance, mais j'avais pas dit grand chose. J'avais juste lu le texte à titre de test caméra et son en attendant que tout le monde se radine. Donc voilà, écoutez, merci à vous, merci aux 6 fidèles qui étaient là ce soir, et lundi prochain, voilà, c'est lundi à 18h. Lundi à 18h, et puis voilà, écoutez, bonne soirée, et puis bonne soirée, la meilleure soirée possible aux uns et aux autres, et voilà, keep your chins up if you can, voilà, à bientôt.